Bon, le tri. C'est-à-dire, on a plusieurs, c'est-à-dire, on peut ordonner une liste, et même si pour les tableaux etc., et on a plusieurs algorithmes de tri. C'est-à-dire, on a l'algorithme bulle, on a par sélection, par insertion, etc. Donc, de nombreux algorithmes de tri ont été inventés jusqu'à présent. C'est-à-dire, on a plusieurs algorithmes de tri qui contient des instructions, etc. et un principe de fonctionnement pour chaque algorithme. Donc, qui est différent beaucoup pour termes de vitesse, c'est-à-dire chacun de leur complexité et leur vitesse. Nous allons vous montrer un algorithme trait par bulle pour le moment. Dans l'exemple qui se trouve ici, c'est un algorithme de trait par bulle. Très simple, facile à comprendre, mais malheureusement, il est trop efficace non plus. C'est-à-dire l'efficacité, c'est le plus bas par les autres algorithmes de tri. Le principe de fonctionnement. Par exemple, on a un tableau là, ou une liste qui contient par exemple plusieurs éléments. Le principe de fonctionnement, toujours on va prendre premier élément et on va comparer avec le deuxième élément qui suit. On va prendre les deux et on va faire la comparaison. Lorsqu'il est ça est inférieur et supérieur à ça, on va faire la permutation. On va mettre ça ici et ça ici. Et on va passer, on va tester, donc on va comparer ça avec l'autre de côté. Lorsqu'elles sont, par exemple, ça c'est le plus grand de ça, donc on va faire la permutation. Ça c'est l'objectif, ça c'est le principe de fonctionnement de tri par bulle. Donc ça c'est le langage ou ce qu'on appelle c'est le programme qui permet de me trier avec l'algorithme par bulle. Bon, comment? Donc on a déclaré une liste qui contient des informations ou des éléments non triés. On va déclarer une variable qui s'appelle échange. C'est-à-dire on va donner la valeur true, comme quoi voilà on a fait des changements. C'est bon. Après, on va faire une boucle et la condition lorsque l'échange est vrai. C'est-à-dire on a fait des changements. On va faire tout ça. Bon, la première des choses, on a donné la valeur fausse, c'est-à-dire comme quoi voilà on n'a pas fait des changements là. Par exemple, lorsqu'on ne va pas faire des changements, automatiquement, donc il va me quitter la boucle. Pourquoi? Parce qu'on a testé la condition de continuer dans la boucle C, l'échange, donc elle a la valeur true. True. Donc, pour ça. Donc, et après, on va commencer donc la boucle, c'est-à-dire on a déjà ici pour parcourir la liste et pour parcourir ce qu'on appelle le tableau, on a une boucle. Donc on a fait la boucle for. Donc i qui parcourir les éléments. Donc in range jusqu'à de 1 jusqu'à l'avant-dernier, jusqu'à ici. Donc l'avant-dernier c'est le nombre d'éléments de la liste moins 1, c'est ça. Et on va faire la condition. Est-ce qu'il est le premier élément testé? Est-ce qu'il est supérieur à deuxième élément? C'est-à-dire l'élément i, ça c'est l'élément i. Est-ce qu'il est supérieur à l'élément i plus 1? Ça c'est l'élément plus 1, c'est-à-dire la côté. Bon, lorsqu'il est vraiment, on a déjà dit que lorsqu'il est ça, il est plus grand ça. On va faire quoi? Donc on va faire des changements, c'est-à-dire on va changer la variable avec la valeur true, c'est-à-dire on a fait des changements. Et quels sont les changements qu'on a fait? Donc on va faire la permutation. Et on a déjà vu l'instruction qui permet de faire la permutation, c'est-à-dire on va permuter ça ici et ça ici. Après, deuxième élément, et ainsi de suite. Donc lorsqu'on n'a pas de changement, toujours l'échange,
Donc, elle reçoit toujours la false, c'est-à-dire elle va me quitter la boucle. Ça, c'est le principe de fonctionnement de trait par but. Donc, pour plus de détails, donc, tu peux consulter donc, l'internet où il y a des documents qui expliquent l'algorithme de trait. Donc, on n'a pas besoin de ça donc, dans Python. Pourquoi? Donc, ça, c'est la solution. On a une méthode qui s'appelle sort, qui fait le rôle et qui permet de me faire quoi? De trier une liste ou un tableau. C'est-à-dire, ils ont fait les algorithmes de trait à l'intérieur de la méthode et nous, on peut l'utiliser, donc la méthode sort. Vous pouvez utiliser la méthode sort pour trier les éléments d'une liste. Donc, il est également une méthode, pardon, c'est ça. Par exemple, on a une liste qui s'appelle liste, qui contient par exemple des informations ou des éléments non triés. Donc, on va afficher les éléments non triés. Elle va m'afficher 5, 3, 2, pardon, 1, 2, 4. Lorsque je clique, par exemple, lorsque je fais liste.sort, c'est-à-dire elle va me faire trier la liste. Et lorsque j'affiche le résultat, elle va me donner la liste triée 1, 2, 3, etc. Ça, c'est la fonction sort. Et regardez ici, le résultat c'est 1 jusqu'à, c'est-à-dire le plus petit vers le plus grand. Ça, c'est décroissant. Pardon, ça, c'est croissant. Parfois, on a besoin de mettre donc de trier décroissant. On a d'autres méthodes qui s'appellent par exemple reverse. C'est quoi le rôle de reverse? Il existe également une méthode de liste qui s'appelle reverse que vous pouvez utiliser pour inverser la liste. Par exemple, on a ici, regardez, lorsque je clique par exemple, je vais mettre liste.reverse pour ça. C'est-à-dire, il va m'inverser, c'est-à-dire, il va me mettre 5 ici et 1 ici. Donc 2 ici, 4 ici, c'est-à-dire elle va me faire, par exemple, elle va me sortir 5, 4, 3, 2, 1. Et ça, c'est automatiquement, c'est en ordre de décroissance. On va prendre l'exemple. Donc, on a ici donc, une liste non triée. Avant de faire reverser, donc on va, pardon, donc on va afficher la liste non triée qui contient 5, 3, etc. Lorsque je clique par exemple le reverser, elle va me faire par exemple mettre 5 à la fin, 4 en premier, etc. Donc pour faire le trait décroissant, il faut trier avec la méthode sort et après on va reverser. On va faire du TP pour le moment. Donc on va écrire un programme qui crée une liste qui s'appelle semaine, qui contient tous les journées de la semaine. Bon, donc de dimanche jusqu'à samedi. Et on va afficher la semaine. On va commencer de faire. Bon, la première des choses, on va créer la liste qui s'appelle semaine. Égale à quoi? Entre crochets les journées, donc dimanche, virgule. Bon, ça c'est le dernier élément. Après, ils ont demandé d'afficher la liste. Donc toujours, on va cliquer, taper la fonction print et on va afficher donc la liste semaine. Donc, on va l'afficher. Elle va m'afficher comme ça. Dimanche jusqu'à samedi. Bon, après, ça c'est donc afficher la valeur de la troisième journée. Troisième journée, c'est-à-dire l'index 3, print. Bon, donc semaine. Entre crochets, on va le mettre 3. Normalement, c'est quoi? Ça, c'est 0, 1, 2, 3. C'est-à-dire, elle va m'afficher 0, 1, 2, 3, c'est mercredi. C'est bon. Échanger les valeurs de la première journée et la dernière journée. C'est-à-dire, on va faire inverser. Donc, on a déjà vu l'instruction qui permet de faire ça. Donc, c'est-à-dire, on va mettre semaine. Premier élément, c'est 0. Est égal à quoi? Avec le dernier élément, c'est semaine. Moins 1.
virgule ici, c'est-à-dire toujours moins 1 ici. On va changer avec le 0, le premier élément. On va l'inverser. On va l'exécuter. Regardez ici. Donc ça c'est dimanche samedi, c'est-à-dire on va le mettre ici samedi et ici dimanche. Exécuter. Pardon. Donc il faut l'afficher la liste pour la deuxième fois. Print. On a fait les changements mais on n'a pas affiché la liste. Regardez ici, samedi, dimanche. Après, il me dit supprimer la première et la dernière journée. Toujours del, la fonction del. On va, première journée, c'est semaine de 0. Et dernière journée, c'est del, semaine de moins 1. Et on va l'afficher, print, pour visualiser les changements, semaine. On va l'exécuter, pardon, semaine. Et regardez, on n'a pas donc le dimanche ou le samedi. Ben, après, il me dit que, donc, ajouter dimanche au début. Et samedi à la fin. Donc, comment on va l'ajouter dimanche au début? C'est avec la méthode insert. Donc, semaine.insert, c'est-à-dire à la position, on va insérer à la position 0, premier élément, et on va ajouter quoi? Dimanche. La valeur c'est dimanche. Et on va fermer. Et on va ajouter le dernier élément. C'est samedi. Donc on va utiliser soit insert et la position moins 1, ou on peut l'utiliser ce qu'on appelle append. Pour le moment, on va utiliser append et on va ajouter la valeur samedi. Et on va l'afficher semaine. Print pour visualiser le résultat. Et regardez, finalement, on a la liste complète qui contient dimanche jusqu'à samedi. Bon, deuxième exercice. C'est-à-dire on va créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une liste d'entiers. C'est-à-dire on va demander donc que l'utilisateur remplisse une liste. On va afficher la liste entrée par l'utilisateur. Donc après on va afficher la liste en colonne de manière à afficher l'index, c'est-à-dire on a besoin d'afficher par exemple l'index C1, C5 par exemple il contient 5. Donc le deuxième élément c'est par exemple il contient P et ainsi de suite. Donc ils ont dit que des entiers, c'est-à-dire 10 et ainsi de suite. Donc on va répondre à ces deux questions et après on va donc revenir ici pour lire les autres. La première des choses, on va déclarer une liste par exemple qui s'appelle L1. Donc on va laisser vide et on va demander à l'utilisateur de taper donc des informations pour remplir. Pour ça, on a besoin d'une boucle et on va utiliser pour le moment la boucle par exemple tant que, c'est-à-dire while, et on va poser la question lorsque l'utilisateur il tape 0, c'est-à-dire on va arrêter le remplissage. Sinon, toujours on va demander à l'utilisateur de taper une valeur jusqu'à que l'utilisateur donc il a saisi 0. Lorsque je trouve donc le programme il trouve 0, automatiquement il va me quitter donc la boucle, il va quitter la boucle. Donc il va arrêter donc le remplissage et quitter la boucle. Comme ça, donc on va faire ça. J'ai déjà fait ça, donc c'est-à-dire j'ai dit que par exemple tant que vrai, on va demander à l'utilisateur de saisir donc des éléments et toujours pour donc finaliser et pour arrêter la saisie, c'est donc elle va taper 0 et on va tester est-ce qu'elle est la saisie qui est faite par l'utilisateur, est-ce qu'elle est différente à 0. Lorsqu'elle est différente à 0, on va ajouter automatiquement dans la liste. Sinon,
lorsque l'utilisateur tape donc 0, automatiquement on va sortir de la boucle, c'est break. Et finalement on va afficher la liste. Regardez, on va tester ça. Par exemple, on va saisir un seul élément, 1, R, 2, 3 par exemple. Et lorsque je tape 0, automatiquement il va me faire quoi? Il va m'afficher la liste qui contient 1 et 3. 1 et 3. Ça c'est la question 1 et la question 2. Deuxième question, c'est on a besoin d'afficher la liste en colonne. Et devant chaque élément, on va l'afficher leur index. Bon, donc c'est-à-dire toujours on a besoin d'une. Bon, je déclare une variable et je fais parcourir la liste avec d'autres variables qui s'appellent par exemple G. Donc on va parcourir la liste et on va afficher le et, c'est l'indexation, c'est-à-dire on a initialisé par 0, c'est-à-dire l'indexation, l'index 0 jusqu'à l'index dernier index. Donc on va saisir l'index, virgule, et l'élément dans la liste. Et toujours on va incrémenter l'index, c'est-à-dire le i, c'est-à-dire la première fois c'est 0, deuxième fois c'est 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Bon, la question qui suit, donc il me dit qu'on a besoin d'afficher la valeur le plus grande de la liste. Comment? Toujours on va l'afficher, donc la valeur plus grande de la liste. Donc on va écrire print la valeur max est égale à quoi, virgule. On a une fonction qui s'appelle max qui permet de m'afficher le maximum de la liste. La liste, il s'appelle quoi? L1. Et fermer la parenthèse. Et elle va m'afficher le maximum. Après, elle me dit qu'on va compter le nombre de la liste. La fonction qui permet de me donner le nombre de la liste, c'est la fonction len. Len, c'est-à-dire le nombre de la liste. Et est égal par exemple est égal virgule, la fonction c'est len. De quoi? De L1. Fermez la parenthèse. Et ça c'est la réponse. La question qui suit, donc c'est calculer la somme de tous les éléments impairs de la liste. Pour ça, on a besoin d'une boucle. Bon, je déclare une variable qui s'appelle par exemple impair et on a donc créé une boucle qui permet de parcourir la liste 1 et on va tester donc est-ce qu'elle est divisée par 2 ou non. Lorsqu'elle est divisée par 2, c'est pair. Lorsqu'elle n'est pas divisée par 2, c'est impair. C'est-à-dire on a testé est-ce qu'elle est divisée par 2 ou non. C'est-à-dire le reste, est-ce qu'elle est égale à 0 ou non. Pour le moment, est-ce qu'elle est différente à 0. Automatiquement, lorsqu'elle est différente à 0, c'est impair. Et on va compter. C'est-à-dire on a initialisé avec la valeur 0. Et toujours lorsque je trouve donc un chiffre qui divise, donc le reste est différent à 0, c'est-à-dire impair, donc on va l'ajouter, on va ajouter 1, et ainsi de suite. Et à la fin, on va imprimer le nombre, c'est le nombre qui se trouve dans le variable imprimé. Bon, l'autre question, il me dit que afficher la liste triée. Donc pour trier la liste, donc on a déjà dit que pour trier la liste, on va cliquer sur le nom de la liste, L1, point, la méthode sort, et il va me faire trier la liste. Et finalement, on va afficher la liste triée, donc L1. On va tester ce programme-là. On va essayer d'entrer plusieurs éléments. Par exemple, 2, 5, 6, 8, 12, 20, 34, et ainsi de suite. Jusqu'à, je tape ici 0. Automatiquement, elle va m'afficher la liste. Ça, c'est la liste non triée. Ça, c'est avec des index. L'index 0, c'est 2, et ainsi de suite. Ça, c'est la valeur max. Regardez, ça c'est la valeur max. Ça c'est le nombre de la liste.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est les nombres impairs. On a 3, c'est 1, 2, et regardez, ça, c'est 3. Et ça, c'est la liste triée. 2, 4, 5, 7, 12. Il existe deux fois. 23, 34. Bon, finalement, donc on a fait toutes les explications concernant les opérations sur les listes. Bon, ça c'est toujours c'est la leçon numéro 19. Merci pour votre attention. À la suite.